de Safia me fait évidemment réagir. Dans mon essai, voilà, je dis on avait l'habeas corpus, donc légalement, on ne pouvait pas incarcérer quelqu'un sans être passé devant un juge. C'est un énorme progrès juridique. Habeas corpus, ton corps t'appartient. Tu ne peux pas être incarcéré sans être passé devant un juge. D'ailleurs, on a vu pendant toute la crise, notamment au Canada et ailleurs, que l'habeas corpus avait été violé à plusieurs reprises. On a le très courageux juge portugais Luís Fonseca e Castro qui lui avait bien démontré que l'habeas corpus avait été violé. Ce que je rajoute dans le bouquin, c'est de dire qu'il faudrait qu'on ait aussi un habeas anima, dire ton esprit t'appartient. Alors c'est considéré en France comme la base de la démocratie dans les textes, on voit bien que c'est plus le cas maintenant, mais dans les textes, le pluralisme est considéré, ça date des années 80. Liberté d'expression, liberté d'opinion, etc. Mais vraiment, pluralisme, au-delà de dire, c'est pas seulement, parce que oui, ça devrait être la base, que chacun ait le droit de s'exprimer librement, mais là c'est vraiment le pluralisme, que les médias ne disent pas tous la même chose. Or, avec l'IA, et avec la perspective d'avoir une puce dans la tête, qui est donc promue par même des personnes que je respecte comme Elon Musk, mais j'insiste, Elon Musk, il le promeut pas, comme dogme. Il le promeut parce qu'il est pessimiste. D'autres le promeuvent comme dogme. Tout à fait. Il y en a qui le disent, oui, c'est l'avenir de l'humanité. Je pense à Harari, par exemple, ou d'autres. Et à la Singularity University. Eh bien, là, on devrait passer un ensemble de lois. Il faut des essais, il faut des philosophes qui, comme les Lumières en fait, qui posent de nouveaux principes juridiques qui disent effectivement l'esprit d'un homme est inviolable et donc on ne peut pas le forcer à penser d'une certaine façon par l'implantation d'une puce. On ne peut pas le forcer à acquiescer à la majorité ou à acquiescer à tel ou tel point de vue. L'esprit d'un homme est sacré et inviolable. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait effectivement réaffirmer. Mais je veux dire, et vous l'avez dit ici même dans cette émission Idriss Aberkane, qu'on parlait d'attention, il y a la malbouffe, mais il y a la malbouffe intellectuelle et mentale, il y a les toxines. Les toxines, c'est pas seulement sur le corps, vous l'avez dit, c'est aussi les toxines dans le cerveau. Absolument. Et attention à ça. Et donc que les implants ne deviennent pas des toxines. Les implants, ce serait, vous savez, on oublie que dans les années 50, il y avait eu une tendance, quelques universitaires s'étaient dit, ça serait bien de nourrir tout le monde par intraveineuse. Oui, parce que évidemment, il y aurait plus d'obésité, plus de diabète, oui, d'accord, mais la gastronomie disparaît, mais plein de trucs. Le goût. Voilà, le goût, parce qu'après tout, le repas, c'est aussi un enjeu social, culturel. Le repas gastronomique des Français, c'est au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Mais tout ça, ils étaient prêts à le jeter. Heureusement, ça s'est pas fait. Mais le problème, c'est qu'après l'intraveineuse, il y a l'intranerveuse et que ça se discute en ce moment. Absolument. Donc le métaverse, c'est le projet de réalité virtuelle de Facebook. D'ailleurs, Facebook s'est rebaptisé Meta. Donc voilà, comme Google s'est rebaptisé Alphabet, Facebook s'est rebaptisé Meta. Et c'est un enjeu, alors un peu la jeunesse du truc. D'abord, Zuckerberg, donc le patron de Facebook, Meta, avait vu ce film là, Ready Player One de Spielberg, et ça l'a énormément influencé. Il s'est dit, c'est ça que je veux faire. Alors Zuckerberg avait acheté aussi un casque de réalité virtuelle. Il faut savoir un truc, c'est que économiquement, pour les gens comme Google, etc. Il y a 3 choses qu'il faut contrôler pour être vraiment sur le podium en informatique. Il faut contrôler en premier l'appareil. Celui qui fabrique un appareil, c'est lui qui va être le plus riche dans ces industries-là. Donc Apple, ils sont colossalement riches. C'est la boîte la plus riche du monde parce qu'ils contrôlent l'appareil. Ensuite, après l'appareil, vous avez le système d'exploitation, donc genre Windows, Mac OS X, etc. Et après, vous avez le navigateur. Si vous contrôlez les 3, vous êtes très très riche, et Apple est très très riche parce qu'il contrôle les 3. Il contrôle l'appareil, il contrôle le système d'exploitation, il contrôle le navigateur. Google ne contrôle que le navigateur, Chrome, et puis ils font quelques appareils, mais ils gagnent pas d'argent dessus. Ils le font que pour contrôler. Ils gagnent pas mal d'argent déjà sur le navigateur. Absolument, ils gagnent pas mal d'argent sur le navigateur et le moteur de recherche. Facebook s'est dit, on est où nous ? On contrôle pas l'appareil, on contrôle pas le navigateur, on contrôle pas le système d'exploitation. On va contrôler les 3, mais on va contrôler les 3 dans le monde de demain qui est la réalité virtuelle. Donc Facebook a acheté un casque qui s'appelle Oculus, qu'ils ont acheté il y a longtemps, il y a 10 ans au moins. Et ce casque, ils l'ont lentement mis au niveau de... Alors, moi, je crois pas trop que le projet Meta va triompher sur le long terme. Parce que, en général, ce genre de nouvelle génération technologique ne vient pas des leaders. Vous en parliez quand vous citiez donc Monsieur Savary, le professeur Savary. Les innovations ne viennent pas du cœur de l'industrie, mais de la marge. C'est pareil, par exemple, IBM n'a pas vu venir Microsoft. Microsoft n'a pas vu venir Google. Google n'a pas vu venir Facebook. Donc, ils les récupèrent pas, à votre avis? En général,
ils voient pas la nouvelle tendance. Microsoft n'a pas vu venir les réseaux sociaux. Ils récupèrent les applis, les WhatsApp, les Instagram. Alors ça, ils l'ont racheté. C'est-à-dire que Facebook a racheté WhatsApp, Facebook a racheté Instagram. D'ailleurs, en d'autres temps, ça aurait été interdit, pour la petite histoire. Hein. Et c'est à deux doigts, là, la raison pour laquelle on a laissé Facebook racheter WhatsApp, c'est parce qu'il y a la concurrence internationale. Mais si ça s'était fait dans les années 90, on aurait interdit, les commissions antitrust auraient interdit à Facebook de racheter WhatsApp. Donc, je pense que ce métaverse peut être très dangereux parce que c'est vrai, ça donnerait un contrôle à une société qui est connue pour ses pratiques dangereuses, catastrophiques et voire pénalement répréhensibles comme Facebook, enfin Meta. Donc, et c'est pas pour rien qu'ils changent de nom. C'est pas que pour dire Meta. Alors, il y a aussi le fait qu'ils perdaient des utilisateurs. C'est vrai que Facebook se sont effondrés en bourse. Ils ont perdu 20% parce que pour la première fois dans leur histoire, leur nombre d'utilisateurs décroît. Et ça, évidemment, tous les spéculateurs se sont dit, ça veut dire que le réseau se ringardiserait en quelque sorte. Et donc, Facebook en est parfaitement conscient. Donc, c'est pour ça qu'ils font ce métaverse. Mais moi-même, je n'investirais pas dans Facebook. Vous êtes sceptique là-dessus. Oui. La vie de béquille. Est-ce que les gens n'ont pas la tentation de la béquille? Alors oui, ça c'est clair et net. Les gens ont la tentation de la béquille. En fait, la pluralité de pensée nécessite un effort. Et comme je vous le disais dans la précédente émission, le cerveau humain, il aime pas faire des efforts. Donc, évidemment, commander le même burger, comparé à la gastronomie, puisqu'on parlait de malbouffe et de malbouffe intellectuelle, et au fond, et merci Jamel pour cette excellente question, c'est ça le sujet. Le prêt-à-penser, le prêt-à-porter, la malbouffe physique, la malbouffe intellectuelle. Dans les pays qui n'ont pas une culture gastronomique, parce qu'après tout, quand on voyage, nous, quand on a grandi en France, ou que même dans les cantines des écoles, on nous expose à plein de spécialités locales, et on a la culture gastronomique s'acquiert très tôt en France, même si on ne peut pas l'acquérir dans sa famille. Mais quand on voyage, on se dit, comment ils font pour bouffer la même chose tout le temps dans certains pays? Et on voit que ça ne va pas de soi. Alors, pour faire en sorte qu'il y ait une pluralité d'opinions et pour lutter contre le prêt-à-penser, il y a deux méthodes. Soit on utilise une stratégie pour ça, on dit on va avoir une stratégie, on aura des médias avec différents points de vue. L'éducation aussi. Voilà. Mais exactement. L'éducation, c'est l'autre aspect, qui pour moi relèverait de la culture. Qu'il y a un très grand spécialiste d'économie et d'entreprise qui s'appelle Peter Drucker qui disait la culture, ça mange la stratégie au petit déjeuner. La culture, ça mange la stratégie au petit déjeuner. Et pour une entreprise, par exemple, c'est vrai. C'est une entreprise qui a une culture, elle prendra les bonnes décisions sans avoir besoin de McKinsey. D'ailleurs, il disait ça pour McKinsey. Typiquement. Déjà à l'époque, il disait ça en disant, écoutez, j'ai pas besoin de McKinsey si j'ai une culture. Un pays qui a une culture de la gastronomie intellectuelle va être protégé du prêt-à-penser. Je dis pas qu'il sera insensible, mais il aura une couche de protection. Mais où s'enseigne, parce qu'on l'a pas, effectivement, là, on l'a pas des implants nourrissons dans le cerveau, où s'enseigne la pensée critique? Alors, où doit être enseignée la pensée critique? Avant, elle n'est pas acquise. Voilà, avant, chez les Grecs, c'était dans le symposium, donc c'était en mangeant. C'est tout bête, mais le repas, c'est social, donc on faisait des repas. C'est un peu une façon normale d'ailleurs de faire un repas. Et on discutait. Voilà, repas plus repas de connaissances. On faisait les deux. Donc on avait un repas et un repas de connaissances. C'est ce qu'ont essayé de copier, entre guillemets, je simplifie, mais c'est ce qu'ont essayé de copier les Arabes en Andalousie. Ils aimaient beaucoup les Grecs, les penseurs grecs, donc ils copiaient ça avec un repas où on servait des fois de l'opium, des trucs comme ça. Bon, ça pouvait durer 3 jours, ça pouvait être avec de la musique et tout. Le temps de discuter, de danser. C'est ça, tout, exactement. Et en fait, ça venait donc du symposium grec qui lui-même peut-être avait d'autres origines, je connais pas, mais en tout cas mélanger le repas physique et le repas de connaissances, c'est une base culturelle qui est ancienne parce que l'humain, l'anthropologie. Et c'est les salons du XVIIIe siècle, à l'ère des Lumières, etc., etc. Exactement, voilà. Et vous, et aujourd'hui, alors juste Idriss, pour prolonger la question de Jamel qui est effectivement assez centrale, est-ce que ça se perd ça ou c'est toujours là où ça perdure? Je pense qu'on devrait enseigner les symposia à l'école. Je pense que c'est un truc qu'on devrait faire à l'école. Alors je sais que le moindre modification à l'école, ça passe toujours devant des fourches codines, etc. Mais si on se pose pas la question du caractère politique d'enseigner le symposium à la grecque à l'école, en disant voilà, une fois par semaine au minimum dans les écoles, on va faire un repas de connaissances avec un repas physique. Mais évidemment, est-ce qu'on a encore envie d'enseigner la pluralité de pensée dans les écoles? Ça aussi, c'est une question qui commence à se poser. En tout cas, les Américains disent que, et c'est pas moi qui parle, c'est Elon Musk. Elon Musk en personne dit, moi, je ne veux pas mettre mes enfants dans le système de l'État. Bon, c'était en Californie, c'était pas. En Californie. Voilà, c'était différent. C'était déjà la woke et la cancel culture. Oui, voilà, c'est pour ça que c'est pas représentatif. Non, le problème, c'est que si on l'a plus,
cet apprentissage de la liberté de penser et de l'esprit critique, c'est fini, c'est la fin, en tout cas, d'un certain mode de vivre. Mais comme à toute culture va arriver une contre-culture, même si ça disparaissait, on verrait heureusement une génération s'inscrire en faute tôt ou tard et dire nous allons ressusciter ces symposia, etc. Mais donc voilà, pour moi le meilleur, c'est pas avoir une stratégie de pluralité, de diversité d'opinion, c'est d'avoir une culture, parce que la culture est toujours supérieure à la stratégie, et d'avoir une culture de la diversité d'opinion, c'est la meilleure façon de se vacciner contre le prêt-à-penser. Idriss Aberkane, essayiste et auteur reconnu pour ses idées novatrices, aborde dans son ouvrage Le triomphe de votre intelligence. Pourquoi vous ne serez jamais remplacé par des machines? Un sujet qui touche au cœur des préoccupations contemporaines. La montée en puissance des machines intelligentes et leur potentiel à remplacer l'homme dans de nombreux domaines. L'essence même de ce livre repose sur une vision optimiste de l'intelligence humaine, qu'Aberkane considère comme unique et irremplaçable, même face aux avancées les plus impressionnantes de l'intelligence artificielle, IA. Pour comprendre la thèse centrale d'Aberkane, il est essentiel de saisir sa définition de l'intelligence. Contrairement à une approche purement mécaniste, qui pourrait réduire l'intelligence à une simple capacité de calcul, Aberkane insiste sur l'intelligence humaine comme un phénomène profondément multidimensionnel. Il la décrit comme étant intrinsèquement liée à la créativité, à l'intuition, à l'empathie et à la capacité de résoudre des problèmes complexes dans des contextes ambigus. Ces dimensions de l'intelligence humaine, selon lui, sont inaccessibles aux machines, qui opèrent principalement sur des bases algorithmiques rigides et déterministes. Aberkane soutient que l'intelligence artificielle, malgré ses avancées fulgurantes, reste confinée à des tâches spécifiques. Un concept souvent appelé IA étroite. Elle peut exceller dans des domaines tels que les jeux de stratégie, l'analyse de données à grande échelle ou encore le traitement du langage naturel. Cependant, ces capacités sont essentiellement fondées sur l'analyse de vastes ensembles de données et sur la reconnaissance de modèles statistiques, ce qui les rend fondamentalement différentes de l'intelligence humaine. L'homme, quant à lui, possède une intelligence dite générale, capable d'adaptation et d'innovation dans des contextes imprévus, un trait que les machines n'ont pas encore acquis. Un autre aspect crucial du raisonnement d'Aberkane est la notion de conscience. Il fait valoir que la conscience humaine, qui englobe la capacité de se percevoir soi-même et de comprendre son existence dans le monde, est une qualité que les machines ne peuvent pas reproduire. Selon lui, cette conscience est non seulement le fondement de l'intelligence humaine, mais elle est aussi ce qui confère à l'homme une supériorité inégalée sur les machines. La conscience permet à l'être humain d'agir de manière autonome, de prendre des décisions basées sur des valeurs morales et de créer des œuvres artistiques qui expriment des émotions complexes et des perspectives subjectives. Cette dimension transcendantale de l'intelligence humaine est hors de portée pour les machines, qui ne possèdent ni subjectivité ni compréhension véritable de leur propre existence. Aberkane explore également l'idée que l'intelligence humaine est en constante évolution et qu'elle est façonnée par les interactions sociales, l'éducation et les expériences de vie. Contrairement aux machines, qui nécessitent une reprogrammation explicite pour apprendre de nouvelles compétences, l'homme est capable d'apprendre de manière continue et contextuelle en tirant des enseignements même de ses erreurs.